Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse quotidienne après avoir parlé de l'intégration de Bruno Fernandes à Manchester United. Hier, on rembobine aujourd'hui le temps pour atterrir en 2012, à une époque où les matchs de foot n'étaient pas tous suspendus et une époque où le Barça de Messi, Xavi, Iniesta chutait face au Celtic. Comment l'expliquer ? Alors pour commencer, un peu de contexte, on est en phase de poule de la Ligue des Champions 2012-2013, celle qui verra notamment s'affronter Montpellier et Arsenal, celle où Malaga termine en tête du groupe C devant le Milan AC, celle où Manchester City finit dernier d'un groupe composé du Borussia Dortmund, futur finaliste, du Real et de l'Ajax, et donc celle où le Celtic, battu à la toute dernière minute au Camp Nou 2 semaines plus tôt, s'apprête à affronter successivement Barcelone, Benfica et le Spartak Moscou pour une place en 8ème. Alors niveau compo, Neil Lennon se présente avec un 11 absolument décimé par les blessures et a dû même appeler 4 joueurs de l'équipe réserve pour faire le nombre sur le banc de touche. On notera toutefois la présence de Victor Wanyama dans l'entrejeu. Du côté du Barça ensuite, pas de Busquets et pas de Piqué remplacés par Alex Song et Marc Bartra, mais Xavi, Iniesta, Messi, Dani Alves, Jordi Alba sont là, Pedro et Alexis Sanchez prennent les ailes, Tito Villanova est sur le banc. Alors face à cette avalanche de talent et encore plus amoindrée qu'à l'aller, Lennon va dessiner un plan de jeu clair et mettre en place un bloc extrêmement bas, initialement composé de 2 lignes de 4 très compactes, mais qui va vite devenir une forme de 5-3-2 ou de 5-4-1. Le but, bien sûr, c'est de donner le moins d'espace possible à l'adversaire, mais surtout d'empêcher toute incursion individuelle. À ce titre, Messi, évidemment, est particulièrement surveillé, avec toujours un vis-à-vis à distance d'intervention. Et comme le Barça n'est pas ultra tranchant, comme les joueurs de côté sont pas en très grande forme, Pedro et Sanchez passent assez nettement à côté de leur match, on assiste à de longues, très longues séquences de possession. Ça fait énormément tourner, mais il manque l'étincelle pour ouvrir des espaces. Bon, la rencontre finit 23 tirs à 5, nette différence, net déséquilibre, mais franchement 23 tirs pour 89% de possession, c'est pas tant que ça, c'est pas un si gros volume. Après, le point qui est peut-être le plus intéressant que j'ai trouvé en revoyant ce match, c'est que le Celtic, honnêtement, défend beaucoup, mais défend pas si bien que ça. Pour un bloc bas, il y a quand même beaucoup d'espace et plusieurs compensations très moyennes, plusieurs moments de déséquilibre. En ayant analysé une configuration un peu similaire il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu la vidéo, c'était le 8ème de finale aller de Naples-Barça. Franchement, rien à voir. Niveau organisation, la défense du Napoli était largement supérieure, ça coulissait super bien, les lignes étaient parfaitement alignées, nettes. C'est pas pour dire qu'on n'a pas vu d'engagement, beaucoup d'efforts du côté du Celtic. Pour le coup, c'était un bloc bas, mais c'était quand même un bloc bas actif. Mais ça montre à quel point le foot a évolué en seulement, entre guillemets, 8 ans. Et je pense qu'au moins un bon tiers de ce résultat est imputable au très bon match de Fraser Forster. Messi lui-même dira plus tard qu'il avait réalisé ce soir-là une performance surhumaine, le meilleur match d'un gardien qu'il ait jamais vu de sa carrière. Et c'est vrai qu'il y a quelques belles parades dans le lot, mais peut-être que là aussi ça prouve à quel point les souvenirs lointains viennent corrompre dans une certaine mesure la réalité, parce que franchement c'était pas à ce point-là non plus. Je pense que cette sensation d'impuissance générale est surtout due au manque d'inspiration flagrant du Barça, qui a tout simplement connu un jour sans, qui a eu des séquences de possession à rallonge, qui a fini le match à quasiment 1000 passes. Ça aussi, ça doit pas être très loin d'un record, mais a été trop stérile. Enfin, 2 erreurs fatales. La première, celle de laisser Jordi Alba au marquage de Wanyama sur l'ouverture du score. C'est un mismatch forcément assez terrible, et ce but rapide, 21e minute, permet au Celtic d'engranger très vite de la confiance. La deuxième, celle de Xavi sur le dégagement de Forster, qui permet au jeune remplaçant Tony Watt de doubler la mise à 10 minutes du terme. On a une réaction barcelonaise dans la foulée, et Messi, après une séquence collective de tout premier ordre, vient réduire le score dans le temps additionnel, mais c'est insuffisant et le Celtic l'emporte. Alors quelques points supplémentaires pour conclure. Déjà, on peut signaler le match assez moyen d'Alex Song, qui peut être exclu au bout de 18 minutes pour un deuxième jaune si l'arbitre n'est pas clément. Ensuite, le Barça, trop neutre, a pas livré sa meilleure prestation de jeu de position à la catalane, mais là où ils étaient par contre très forts, c'est sur le pressing à la perte. C'est ce qui explique aussi bien sûr les 89% de possession, à la fois ces longues phases de circulation, mais dès la perte, des récupérations très rapides.
Après, quand on parle de ces chiffres, autre élément intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'ils sont pas parfaitement incontestables. Donc 11% c'est la version de Sky Sports, mais pour ESPN c'est 16%, et sur le site de l'UEFA ça monte même jusqu'à 27%. Donc notable de voir qu'en 2012, les Opta, les StatsBomb étaient quand même moins présents et ça donne plus de variabilité sur les chiffres. Enfin, on peut conclure sur le fait qu'à la faveur de cette victoire et d'une autre en clôture du groupe contre le Spartak, le Celtic est effectivement allé en 8ème de C1, avant d'être balayé par la Juve. Alors personnellement, je tenais aussi à dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match, je l'ai fait sur Footballia, qui n'est pas un sponsor de la chaîne, mais qui est par contre une excellente adresse en période de confinement. Et donc voilà, je me disais que si ça vous intéresse, en l'absence des matchs de Ligue des Champions auxquels on a normalement droit à cette période, si ça vous intéresse, pourquoi pas renouveler l'expérience sur une rencontre intéressante des dernières années ou des dernières décennies, même plusieurs. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette nouvelle analyse quotidienne et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, le fameux pouce bleu pour soutenir la chaîne, et si vous voulez pas rater l'analyse de demain, la prochaine, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est de très loin la meilleure manière de m'encourager. Alors de notre côté, on se retrouve dès demain pour l'analyse numéro 7, jour 7. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, un très bon week-end aussi, et puis prenez soin de vous, surtout. Bisous.